Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés. J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour explorer une question délicate. Aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme empêche-t-elle la Belgique et d'autres États européens de mener la politique migratoire qu'ils veulent mener et qui est attendue par une majorité des citoyens? C'est en substance ce que dit Bart De Wever dans une lettre ouverte signée avec 8 autres chefs de gouvernement européens. Une lettre qui fait bondir de nombreux juristes et inquiète les défenseurs des droits humains qui voient une mise en cause dangereuse de l'état de droit et une volonté de s'asseoir sur certains droits fondamentaux. Alors on va prendre le temps d'essayer d'y voir clair en commençant par se pencher en détail sur le contenu de cette fameuse lettre envoyée le 22 mai dernier. La première, les clés. Le courrier tient sur 3 pages à peine, avec pour en tête les armoiries des 9 premiers et premières ministres signataires. Ce sont les premières ministres danoises et italiennes qui ont tenu la plume, mais elles ont été rejointes dans leur démarche par 7 autres chefs de gouvernement, Bart De Wever donc pour la Belgique, mais aussi les premiers ministres d'Autriche, de Pologne, de République tchèque, de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie. Et les premiers mots choisis servent d'abord à rassurer sur la démarche. Nous partageons tous une ferme conviction en nos valeurs européennes, l'état de droit et les droits de l'homme. Nous sommes attachés à un ordre international fondé sur des règles. Nous croyons profondément à la dignité inviolable de la personne humaine et au rôle des institutions multilatérales. Ça, c'est pour le préambule. Mais un peu plus loin, les signataires en viennent au vrai message qu'ils et elles veulent envoyer. Nous estimons qu'il est nécessaire d'engager un débat sur la manière dont les conventions internationales répondent aux défis actuels. Ce qui était juste autrefois pourrait ne plus l'être demain. Nos idées ont été conçues sur les cendres des grandes guerres. Ces idées sont universelles et éternelles. Mais nous vivons désormais dans un monde globalisé, où les migrations transfrontalières se font à une échelle totalement différente. Et nous voilà au cœur du propos de la lettre. Dans le viseur des 9 chefs de gouvernement, la Cour européenne des droits de l'homme, chargée de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Les premiers et premières ministres signataires estiment qu'aujourd'hui, certaines décisions de la Cour viennent entraver la possibilité de mener des politiques plus fermes dans la lutte contre la migration irrégulière ou l'expulsion de migrants auteurs de crimes et de délits. Nous pensons qu'il est nécessaire d'examiner comment la Cour européenne des droits de l'homme a développé son interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agit de déterminer si, dans certains cas, la Cour a étendu le champ d'application de la Convention au-delà de ses intentions initiales, modifiant ainsi l'équilibre entre les intérêts à protéger. Et les signataires de la lettre se demandent dans la foulée si la protection individuelle des droits des migrants, notamment criminels, ne vient pas entraver la capacité des dirigeants politiques à assurer la protection de nos sociétés et de nos démocraties. À notre avis, la sécurité des victimes et de la grande majorité des citoyens respectueux des lois est un droit crucial et déterminant. Et en règle générale, il devrait primer sur toute autre considération. Alors, dans la foulée, les 9 chefs de gouvernement formulent des attentes concrètes. Nous devrions disposer d'une plus grande marge de manœuvre au niveau national pour décider quand expulser des étrangers criminels. Par exemple, dans les cas de crimes violents graves ou de crimes liés à la drogue. Nous devrions pouvoir prendre des mesures efficaces pour contrer les États hostiles qui tentent d'utiliser nos valeurs et nos droits contre nous. Par exemple, en instrumentalisant les migrants à nos frontières. Et la lettre se conclut sur un argument démocratique, ou plutôt devrait-on dire, sur l'argument de la loi du nombre.
En toute modestie, nous pensons que notre approche rejoint celle de la majorité des citoyens européens. Voilà donc pour quelques extraits de cette lettre envoyée donc par 9 chefs de gouvernement le 22 mai dernier. Et avec nous pour commenter cette lettre et les questions qu'elle pose, quelqu'un qui connaît très bien la Cour européenne des droits de l'homme, c'est Françoise Tulkens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez été juge, vous, pour la Cour européenne des droits de l'homme pendant 14 ans. C'était entre 1998 et 2012. S'il fallait résumer en quelques mots ce que c'est en fait la Cour européenne des droits de l'homme, à quoi elle sert pour nos sociétés? Eh bien, alors, en quelques mots, par rapport aux droits fondamentaux, donc vraiment les droits de base, la liberté, la sûreté, la vie privée, la liberté d'expression, l'interdit de la torture, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est sur la scène européenne le dernier rempart, le dernier filet. Après avoir essayé tout, faire valoir devant les États, parce que c'est là que commencent les droits fondamentaux. Il existe toujours et c'est les États qui l'ont voulu. Il y a ce filet de sécurité qui est la Cour européenne des droits de l'homme. Et qui se fonde donc sur une convention, la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été signée en 1950, qui est rentrée en application en 1953, mais qui ne prévoit pas tout. Évidemment, une convention comme ça, ce sont des grands principes que l'on va édicter. La Cour, elle va devoir interpréter ces grands principes pour rendre une série de décisions? Bien sûr, d'ailleurs, notre rôle, c'est indiqué à l'article 32 de la Convention. Le rôle de la Cour, sa mission, c'est à la fois d'appliquer et interpréter. Il faut toujours interpréter en droit. Il n'y a pas un texte qui va couvrir toutes les situations, bien entendu. Et ce qui est important, c'est que dans le préambule de la Convention, les auteurs, précisément, à l'origine, puisqu'on parle d'aller trop loin par rapport à l'origine, les auteurs ont parlé de protéger et de développer les droits fondamentaux. Bien entendu, c'est pas un manuscrit de la mer morte, la Convention. C'est un texte vivant qui doit trouver à s'appliquer dans notre société. Mais on sent qu'on est là déjà au cœur d'un des enjeux qui est pointé ici par la lettre, c'est-à-dire que certains chefs de gouvernement aujourd'hui se demandent si les juges parfois n'iraient pas trop loin dans une approche trop extensive quelque part dans leur interprétation. Du coup, c'est peut-être intéressant d'expliquer comment on interprète en fait quand on est juge. Est-ce que c'est en fonction de sa subjectivité personnelle que l'on va lire tel article d'une certaine manière ou d'une autre? Comment est-ce que ça se passe? Heureusement que non. C'est un débat contradictoire devant la Cour. Il faut bien rappeler que tout le monde peut venir introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Là, c'est pas quelque chose qui va tout d'un coup tomber du ciel où les juges de la Cour vont décider que ça va dans un sens ou dans un autre. Il y a des requêtes qui arrivent avec des avocats qui présentent la position de l'un et de l'autre, du gouvernement et des partis. Il y a un échange d'arguments. C'est un débat contradictoire au terme duquel, la Cour, dans un cas, c'est ça qui est important, dans un cas particulier, va trouver un équilibre entre les intérêts individuels et les intérêts de la collectivité. Et c'est ce qu'elle fait toujours. Et ça, c'est intéressant quand même à rappeler. Quand on parle de la construction d'une jurisprudence, on peut avoir l'impression que c'est les juges, par des décisions successives, qui construisent une extension du droit. C'est pas juste les juges, c'est une co-construction. C'est les juges, mais parce qu'ils ont écouté toutes les parties, parce que tout le monde est venu s'exprimer. Et c'est comme ça qu'on fait avancer progressivement le droit. C'est pas juste quelques personnes qui décident. C'est ça que vous voulez dire? Certainement pas. Et juge à la Cour, c'est ou bien des chambres de 7 ou bien des grandes chambres de 17. Donc c'est des décisions collectives, ce qui est extrêmement important, quoi. Non, ne vous inquiétez pas. C'est pas quelques farfelus là-bas qui, du haut de leur tour d'ivoire à Strasbourg, vont décider. Pas du tout. C'est un débat contradictoire et c'est ça qu'il faut. Alors avec nous aussi pour cette émission, il y a Sébastien Van Drogenbroek. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes, professeur de droit à l'UC Louvain-Saint-Louis-Bruxelles, professeur de droit et spécialiste des droits humains. J'ai envie de vous demander comment vous avez réagi, vous alors, quand vous avez lu cette lettre qui a été envoyée, on l'a dit, par Bart De Wever, mais par 8 autres premiers ministres, chefs de gouvernement européens, sur cette critique quelque part d'une justice, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui viendrait trop corseter la politique à un moment où il y a une volonté en Europe de la part des gouvernements, mais portée aussi par leur électorat, de développer des politiques migratoires plus fermes. Mais la réaction était double. D'abord, c'était vraiment un peu l'étonnement et ensuite l'effroi. L'étonnement parce que
dans la lecture que nous faisons de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme telle qu'elle existe aujourd'hui en 2025 et singulièrement des dernières décisions qui ont été rendues dans des affaires qui concernaient la Belgique, nous n'apercevons pas les obstacles que dénonce la lettre concernée. Il y a certes des balises qui sont fixées. On ne peut pas tout faire en la matière. La Cour, Françoise l'a rappelé, est là pour être la gardienne ultime de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc il y a des limites, mais ce sont des limites qui sont adjugées de manière casuistique lorsque on se propose d'expulser un étranger, de l'extrader, s'il y a une restriction à son droit au respect de la vie privée et familiale, par exemple parce qu'il a construit toute une existence dans le pays où il est expulsé ou extradé. On ne va pas dire non à la Cour européenne des droits de l'homme. Non, ça va être beaucoup plus subtil que ça. On va mettre en balance les intérêts, voir quel est l'objectif poursuivi, souligner l'importance de la lutte contre certaines formes de criminalité grave. Donc, nous n'apercevons pas les obstacles et les digues. Donc ça, c'était l'étonnement. L'effroi, la consternation, c'est quand on considère qu'éventuellement ces 9 signataires voudraient remettre en cause une partie tout à fait spécifique de cet acquis qui concerne alors les droits effectivement qui sont absolus. Je dis que les limites sont souples, etc. Il y a quand même des indégociables en la matière. L'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains dégradants, c'est pas possible dans tous les mondes possibles. Et ça, j'ai envie de dire, ça n'est pas la Cour qui a inventé. Si vous reprenez les travaux préparatoires de la Convention, on est en 1950, dans l'après-guerre, on vous dira déjà à l'époque, même à l'égard du pire criminel, ces interdits sont absolus. On ne torture pas, pointe à la ligne, on n'inflige pas de traitement inhumain dégradant, on ne renvoie pas quelqu'un vers un pays où il risque de subir ces menaces-là, ce qui équivaut pratiquement à la même chose que de les infliger soi-même. Donc ce que vous nous dites, si je comprends bien, c'est que en fait, régulièrement, la Cour, elle va toujours évaluer, entendre aussi des États sur les raisons pour lesquelles ils ont décidé de telles décisions et mettre ça en balance avec les droits individuels d'un migrant, par exemple, qui aurait été déposé un recours, mais qu'il y a des éléments quand même sur lesquels on ne peut pas transiger, notamment la question de la torture, des traitements inhumains et dégradants. Et évidemment, ça, c'est un enjeu important, parce que là, on parle notamment de l'enjeu de pouvoir expulser des migrants criminels, par exemple. Ce que vous dites, c'est que même un criminel, on ne peut pas le renvoyer dans un pays où il risque de subir la torture. Ça, c'est par exemple une balise indépassable où les droits humains, contenus donc dans cette Convention européenne des droits de l'homme, doivent primer absolument sur tout choix politique qui serait posé par un gouvernement ? Ultimement, oui, mais ça ne signifie pas que les États sont complètement démunis face à ces individus. Je veux dire, les personnes sont passibles de sanctions pénales pour les faits qu'ils auraient commis en Belgique. Donc ça ne signifie pas qu'on doit livrer nécessairement la société à un risque qui serait totalement intolérable. Et la Cour européenne des droits de l'homme a été claire là-dessus. Elle a été challengée notamment par le Royaume-Uni à l'occasion de différentes affaires qui estimaient « mais non, il faut quand même pouvoir faire une balance ». Et la réponse est non. Et ça n'est pas une réponse que la Cour européenne des droits de l'homme a inventée. C'est une réponse qui était inscrite dans les gènes de la Convention. Ce sont nos choix. Ce sont nos choix posés en tant qu'État au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Quand on lit cette phrase dans la lettre que j'évoquais en introduction, où les premiers ministres disent « À notre avis, la sécurité des victimes et la grande majorité des citoyens européens respectueux des lois est un droit crucial et déterminant, et en règle générale, il devrait primer sur toute autre considération. » Françoise Tulkens, quand vous lisez cet élément-là de la lettre, vous avez l'impression que, de la part de Bardo-Wever et des autres signataires, il y a l'idée de dire que, oui, en fait, quand c'est un enjeu de sécurité, donc pour des criminels, on pourrait s'abstraire de tous les droits fondamentaux. Ça va jusque-là Si c'est ça, alors effectivement, c'est gravissime. Parce que les exigences de sécurité, bien sûr qu'elles sont importantes. Mais de dire que ces questions de sécurité, tout à un moment donné, va devenir l'argument ultime qui va céder par rapport à des questions, mais qui sont vraiment liées à l'humanité la plus pure. C'est l'intégrité, c'est la dignité humaine. Alors, de faire cette fausse balance, voilà, je vais vous dire honnêtement, c'est une fausse balance. C'est trop facile de nous dire, oui, par rapport à ça. Non, pas du tout. Il y a d'un côté un choix politique qui veut être fait, à savoir que, on veut expulser, mais on ne peut pas le faire de n'importe quelle manière. C'est tout. Pour moi, il faut s'arrêter de rentrer dans cette espèce de faux dilemme. C'est un faux dilemme.
C'est un faux dilemme pour vous Moi, d'opposer dilemme. sécurité et droits humains. On peut concilier une politique sécuritaire même ferme tout en respectant les droits humains. Des alliés, bien entendu. Une politique ferme passera toujours par le respect des droits fondamentaux. Et si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas une politique efficace. Dieu sait si on parle de l'efficacité de ces politiques. Où en est-on ? Où en est-on depuis le moment où on vient avec ces arguments ? Et comme Sébastien l'a bien dit, cette analyse que l'article 3 est un droit indérogeable, mais on le connaît depuis des décennies. Donc depuis l'arrêt Sering, c'était très clair. Donc est-ce que d'ici là, la sécurité en Belgique a été mise ? Mais non. Ça, vous voulez rappeler que ce n'est pas une interprétation récente, cette question de devoir respecter l'intégrité humaine. J'ai envie qu'on prenne un cas concret, parce qu'on verra peut-être aussi de manière plus précise sur quoi se cristallise le débat. Un cas qui a occupé en particulier le Danemark, et on sait justement que cette lettre, elle a été initiée par la première ministre danoise et la première ministre italienne, et puis que les autres signataires sont venus se rajouter. Partons donc d'un cas concret qui s'est produit au Danemark et que va nous raconter Sarah Pousset. L'affaire concerne Zana Sharafan, un homme de 23 ans qui est né et qui a grandi au Danemark. Il y vit toujours avec sa famille, mais comme ses parents sont étrangers, il a hérité de la nationalité irakienne et non danoise, même s'il ne s'est jamais rendu en Irak. Zana Sharafan a été condamné à 2 ans de prison dans une affaire de trafic de drogue, et comme le code danois le permet, la justice l'a aussi condamné à un ordre d'expulsion pour les 6 prochaines années. Sauf que le jeune homme a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 8. Cet article octroie à toute personne le respect de sa vie privée et familiale, et ce droit ne peut être remis en question par une autorité publique que dans le cadre de certains critères, comme la sécurité nationale. L'argument de ce jeune condamné, c'est que l'ordre d'expulsion va violer le respect de sa vie familiale puisqu'il ne pourra plus voir ses proches. Pour prendre sa décision, la Cour européenne des droits de l'homme a analysé la politique migratoire danoise. Expulser définitivement un étranger porte atteinte à plusieurs droits fondamentaux. C'est pour cela que le Danemark a donné un ordre d'expulsion de 6 ans. Sauf qu'en examinant les critères d'obtention d'un visa et les statistiques des visas irakiens acceptés, la Cour européenne a jugé que les perspectives du requérant d'être réadmis au Danemark après l'expiration de l'interdiction de retour de 6 ans restent purement théoriques. Pour lui, l'interdiction de retour de 6 ans équivaudrait de facto à une interdiction permanente. Une sanction non proportionnée par rapport à sa condamnation et qui viole le respect de sa vie familiale, la Cour lui a donc donné raison. Concrètement, Zana Sharafan est en fuite, donc ça ne change pas grand-chose pour lui. Par contre, ce jugement a intégré la jurisprudence de la Cour. Plusieurs pays, dont le Danemark, craignent donc que désormais les États doivent garantir une sorte de droit de retour qui serait différent d'une demande de visa habituelle pour les criminels expulsés qui ont gardé une vie privée dans leur pays d'accueil. Globalement, ces États voient d'un mauvais œil l'analyse de leur politique migratoire par la Cour européenne des droits de l'homme. Sébastien Van Drongenbroek, quand on entend cela, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que des dirigeants politiques se disent « mais en fait, moi j'ai envie de mener une politique ferme, j'ai été élu pour ça », et notamment de dire « moi, les criminels étrangers, ils doivent quitter le territoire absolument et peut-être même pour toujours », et en fait, des juges m'en empêchent, alors que je réponds à une majorité peut-être de ma population qui demande cela. Alors, plusieurs choses par rapport à cette affaire. Donc, on voit ici que c'est une de ces affaires où il y a une balance des intérêts. Et donc, on a mis dans le plateau de la balance sans doute toute la vie familiale qu'il y avait. Je ne connais pas exactement les détails. La gravité intrinsèque de l'atteinte à l'ordre public qui était en cause. 2 ans de condamnation, donc ce sont des faits pénaux... Je veux dire, ils ne sont pas sans doute parmi les plus graves. De gravité moyenne, vais-je dire. Et alors, la Cour a mis en œuvre... Mais donc, je veux dire, on peut critiquer un arrêt de la Cour. Hein, c'est très différent de remettre en cause le système en entier et de ne pas être content par rapport à un arrêt. J'y reviendrai par la suite. Mais la Cour a fait une démarche qui est
tellement classique en la matière, elle a dit, ok, je vois que selon les textes, c'est sans doute 6 ans, mais je dois interpréter les droits de manière concrète et effective, et pas théorique et illusoire, et je vais voir dans la pratique l'ensemble du système si, en fait, les 6 ans n'aboutissent pas à beaucoup plus. Et je vais mettre ça dans la balance aussi pour constater que c'est déséquilibré. Donc, voilà le raisonnement. Alors, peut-être que les États peuvent désapprouver ce genre de choses. L'État danois n'est pas démuni, n'a pas été démuni. Il a peut-être pu introduire une demande de renvoi devant la Grande Chambre. Les autres États peuvent aussi intervenir. Et dans une affaire ultérieure, il serait parfaitement possible que ce soit le Danemark ou un autre État, dise « je veux remettre en cause cet aspect-là de la jurisprudence, je trouve que ça a été pas clair, mal adjugé, etc. » Et ça arrive tout le temps, mais dans le cadre d'un débat judiciaire, et pas sur base d'une gigantesque approximation. Cet arrêt-là, je ne le vois pas cité du tout dans la... Il n'y a pas d'arrêt cité, d'ailleurs, dans cette lettre, il n'y a pas de cas concret. C'est d'ailleurs un des reproches que vous formulez avec d'autres professeurs de droit, Sébastien Van Drogenbroek, c'est de dire, au fond, là, on prend l'opinion publique à témoin, sans citer vraiment de cas concrets. Vous y voyez une forme de déstabilisation potentielle de la Cour européenne des droits humains, mais alors du coup aussi de l'état de droit ? Alors moi j'y vois quand même un danger de risque d'une excessive généralisation. Cette Cour européenne des droits de l'homme, c'est une institution judiciaire. Quand un juge rend un jugement, il y a toujours quelqu'un qui est content et quelqu'un qui n'est pas content, forcément. Mais pour évaluer l'activité de la juridiction concernée, il faut voir globalement ce qu'elle décide et fonder une critique globale sur base d'une condamnation alors qu'elle coexiste avec 20 décisions où l'État s'est vu donner, ça n'est pas honnête intellectuellement. Et prendre à partie l'opinion publique de cette manière-là n'est pas non plus honnête intellectuellement parce que ça risque fondamentalement de rapidement donner lieu au constat que cette Cour européenne des droits de l'homme, il ne faut plus du tout l'écouter, elle est décrédibilisée et donc la plus prochaine fois qu'on ne respectera pas un de ses arrêts, eh bien, ça ne devra pas entraîner davantage de conséquences que ça en termes de responsabilité politique. Donc, en procédant comme ça, on use en fait le socle de crédibilité de la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour l'avenir, je trouve ça dangereux. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Dans beaucoup de campagnes présidentielles françaises au cours des dernières élections, il y a eu comme ça des généralisations abusives sur la gestation pour autrui. Le tout non documenté, non précis, et ça use le socle. Ça peut user le socle de l'état de droit, et ici sur les droits fondamentaux. Mais alors justement, j'ai envie d'en venir à une question presque encore plus fondamentale, François Stulkens. Dans cette lettre, il est dit, à un moment donné, par les premiers ministres, nous estimons qu'il est nécessaire d'engager un débat sur la manière dont les conventions internationales répondent aux défis actuels, et ils ajoutent, ce qui était juste autrefois pourrait ne plus l'être demain, en rappelant que nos idées, elles ont été conçues sur les cendres des grandes guerres, mais qu'on vit dans un monde globalisé qui est différent aujourd'hui. Et c'est vrai quand même que finalement, ce sont quand même des constructions humaines, ces conventions. Ce sont quand même des hommes, à un moment donné, et des femmes qui se sont mis ensemble et qui ont dit, oui, on va définir que ça, ce sont des droits fondamentaux. Est-ce qu'à un moment, ça ne doit pas quand même être re-questionné par rapport à des réalités politiques qui peuvent être différentes, démocratiquement, de se dire, tiens, est-ce qu'on ne doit pas rouvrir certains débats sur la façon dont on applique ces droits fondamentaux dans notre monde aujourd'hui ? Mais bien sûr que je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout doit être discuté, tout peut être pensé et repensé, mais de manière démocratique. C'est ça qui est pour moi le point important. Alors bien sûr que la Convention, c'est 1950, et que donc elle s'interprète et elle s'applique dans une réalité différente. Mais en 2000, on a la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Tiens, donc ce n'est plus 1900, maintenant on est en 2000. Et bien en 2000, il y a une nouvelle charte au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire les pays que l'on connaît, dans lequel la plupart des droits qui se trouvent dans la charte sont des droits de la Convention. Donc en 2000, si on a pu suivre les travaux de l'élaboration de la charte, ce que j'ai fait évidemment, mais on voit très bien que ces valeurs fondamentales, les droits indérogeables, celles que Sébastien dont vient de parler, le droit à la vie, l'interdit de la torture, réapparaissent. Donc
Bien sûr, mais il faut le faire alors selon les voies démocratiques. Ce que vous dites, c'est que quelque part, ces dirigeants-là sont les héritiers de gouvernements qui ont justement reconfirmé tout cela. Et donc là, quand ils veulent aller contre ça, quelque part, ils se mettent en porte-à-faux par rapport à des décisions qu'eux-mêmes ont prises. Il y a quelque chose d'un peu contradictoire là. Ils ont adopté cette charte des droits fondamentaux parce que l'Union s'est constituée, c'était plus un marché commun, c'était une union. Dès lors, une union se fonde sur des droits fondamentaux, c'est bien normal, quoi. Maintenant, ce que je crains, je ne cache pas, c'est que l'époque où la DDH, où la Convention européenne des droits de l'homme a été faite, était une période évidemment de grande sensibilité à toutes ces questions. Est-ce qu'aujourd'hui on parviendrait encore à rédiger des textes comme ça ? On n'en sait rien. Je le crains. Vous craignez qu'aujourd'hui on n'ait plus le même climat démocratique, ça, c'est clair, pouvant arriver à l'établissement de ces droits humains-là ? D'avoir une position de dire c'est de la régression. Il faut penser comment construire quelque chose. Eh bien sûr, discutons, voyons. Et dans la charte, on voit des nouveaux droits qui apparaissent, évidemment, bien entendu. Sébastien Van Drogenbroek, pour terminer là-dessus, on entend aussi souvent dans les discours, notamment les discours populistes aujourd'hui, le fait que le politique ne pourrait plus rien décider, que tout serait de toute façon encadré par des textes juridiques de plus en plus nombreux, de plus en plus précis, et que finalement la marge de manœuvre politique serait de plus en plus limitée. Ce qui est en partie vrai. On voit bien que aussi les différents étages politiques jusqu'au niveau européen font que ça limite la marge de manœuvre d'un dirigeant, par exemple, dans un État comme le nôtre. Est-ce que ça, à un moment donné, ça ne risque pas d'entraîner aussi ce climat de dire, oui, si on veut refaire de la politique, vraiment prendre des décisions fortes à un moment donné, alors on doit s'asseoir sur les décisions de justice. Alors, il y a effectivement un discours important en la matière, et pas que de l'autre côté de l'Atlantique, où ça prend des proportions presque caricaturales et carnavalesques. Mais ici aussi, je veux dire, en France, vous avez eu tout un débat sur ces questions-là qui ont été notamment alimentées par les écrits de l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel qui a dit ces juges européens nous entravent, il faut pouvoir reconquérir une certaine forme de souveraineté politique en la matière. La Belgique était généralement plus discrète en la matière. Enfin, ces discours-là étaient soit totalement inexistants, soit invisibles. Ils font surface maintenant, très clairement. On voit notamment du côté de la formation politique du Premier ministre toute une série de discours qui remettent en cause, effectivement, ces contre-pouvoirs que peuvent être les textes juridiques qui entravent, hic et nunc, l'action du Parlement, qu'ils soient constitutionnels ou internationaux, et les juges qui en ont la garde. Et je veux dire, dans ce même mouvement-là, la Cour européenne des droits de l'homme est prise, mais aussi nos juges internes. Ce n'est pas une incompréhension de ces juges étrangers. Je veux dire, c'est la formation politique du Premier ministre qui a proposé ce que tout le monde a considéré comme une idée un peu effrayante, qui était le Volksberoep, le recours populaire, qui aurait permis à des assemblées de contredire un arrêt de la Cour constitutionnelle. Alors, il y a une levée de bouclier en la matière, l'idée n'est pas passée, mais enfin, c'est quelque chose dont on ne parlait pas avant. Sébastien Van Drogenbroek, tout comme Françoise Tulkens, constate donc un climat qui change progressivement chez nous à l'égard des contre-pouvoirs et donc notamment à l'égard de la justice et des juges. On a pu lire d'ailleurs, suite à cette lettre des 9 premiers ministres européens, toute une série de manifestations de vive inquiétude du monde judiciaire, mais aussi de nombreux professeurs d'université spécialistes du droit constitutionnel et des droits fondamentaux. On vous proposera d'ailleurs, d'ici quelques semaines, dans les clés, une série spéciale sur les piliers de la démocratie, avec un numéro qui sera spécifiquement consacré à la notion même d'état de droit. Voilà, c'était Les Clés, un numéro réalisé par Laurent Nélissen, avec à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Merci d'être toujours plus nombreux, fidèles à ce rendez-vous des Clés.